Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette nouvelle vidéo du Cercle MDB. On est une nouvelle fois avec Seb. Salut Seb. Salut Ben, bonjour à tous. Sur la chaîne YouTube du Cercle, vous savez, on va parler d'activité de marchand de biens. Et puis là, dans cette vidéo, on voulait vous parler de quelque chose qu'on a souvent vu, parce qu'on a pas mal de monde qui nous contacte pour rentrer dans le cercle, pour avoir des informations sur comment ça se passe. Notamment des marchands de biens qui, des fois, ont réalisé 1, 2, 3 opérations avec succès. Parfois dans un marché qui allait très bien et qui était assez en train de monter, donc on va dire peut-être plus facilitant que ces dernières années, et puis qui pensent un peu avoir fait le tour du métier très vite. Et ça, c'est ce que on a eu pas mal de fois et pas mal de discussions là-dessus, et je voulais t'interroger un peu justement sur ce piège qui peut être de certains marchands de biens de penser avoir vite tout vu et tout compris du métier de marchand de biens. Et qu'est-ce que tu en penses là-dessus? En fait, pour moi, la première chose, c'est que ce soit les gros promoteurs, soit les gros marchands de biens, ils s'entourent encore toujours d'experts autour d'eux parce que à plusieurs, tu as la bonne solution. Et puis, c'est des process. Quand tu n'as pas de recul, que tu es à fond dans ton business, c'est hyper compliqué. Et aujourd'hui, on le voit, nous, même sur des membres, en fait, même sans parler des autres, parce que c'est facile d'aller parler des autres, mais même sur certains de nos membres, même pour nous, quand on a démarré, en fait, quand tu fais 1, 2 OP, tu as pris un peu d'argent, tu es content, tu te dis, ça y est, je vais pouvoir enchaîner, je vais pouvoir aller sur tout de suite beaucoup plus gros. Alors déjà, tu te fais souvent calmer, parce qu'en fait, on va tout de suite te dire, le projet il est trop gros pour soi. Et encore une fois, quand les banques ils te disent non, souvent, ils ont raison. En fait, c'est parce que le risque est trop important par rapport à là où tu en es. Et en fait, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que c'est souvent des gens qui commencent par des choses très simples. Et du coup, ils font vite de l'argent. En fait, soit tu te cantonnes à ça et c'est OK, en fait, ça marche et tu peux continuer. Et encore, tu peux pas multiplier les projets parce que avoir 30 projets de front, c'est compliqué, en fait. Franchement, c'est très, très compliqué. Moi, j'ai fait un immeuble à la découpe de 28 lots. C'est déjà hyper compliqué. Tu vas chez le notaire tout le temps, tu vas voir tous les dossiers. Sûr. Et à l'époque, en plus, pareil, je sous-traitais pas, je faisais tout moi-même pour optimiser les coûts. Donc, c'est pour dire qu'en fait, souvent, les gens, ils font 1 ou 2 OP, ils font un peu d'argent, ils se sentent surpuissants, ils commencent à aller voir très gros parce que, en fait, sur Internet, dans les podcasts, dans tout ce qu'on peut voir, on te dit, faut voir plus grand, il faut y aller. Ouais, mais tu vas avec quelle mesure du risque? Parce qu'en fait, quand on te dit ça, il y a des gens, ils vont te dire ça dans l'entrepreneuriat, mais par exemple, quand tu montes un business, il n'y a pas tous les business qui ont le même risque que... L'activité de marchand de biens. Oui, on en parlait tout à l'heure. J'ai rencontré quelqu'un hier soir qui parlait de son business et où les taux de marge sont plus bas, mais en fait, le risque est moindre, en fait. Ouais, donc, c'est complètement OK. Donc, ouais, ça pour dire qu'en fait, souvent, les gens, ils font des opérations un peu simples, ils font de l'argent, ils ont l'impression qu'ils peuvent aller tout faire, qu'ils peuvent aller sur des risques vraiment très forts. Et c'est vrai que je dis pas qu'on peut pas le faire. Je pense qu'après, il faut savoir s'entourer d'un bon AMO ou en tout cas d'un marchand expérimenté qui va venir t'épauler et t'aider à le faire, quoi. Ouais, parce qu'en fait, on a ce côté-là de j'ai fait 2, 3 opérations et je me dis, en fait, je vais faire plus gros, je vais en faire plus, je vais multiplier. Mais je pourrais me dire, je vais multiplier, mais sur la même typologie d'opération. Quelqu'un qui a fait que des apparts à rénover en copro ou que des immeubles à la découpe, il va devenir un peu expert de cette typologie. Mais en fait, c'est vachement plus large que ça. Et comme tu as dit, on l'a vu chez des membres, ou certains qui faisaient que des immeubles à la découpe, ou qui faisaient que des détachements de terrain ou de l'aménagement, ou que des rénovations. Ils vont sur une autre typologie, et ils peuvent vite se planter, en fait. Ça va vite de se planter. Mais ce qui est dur, en fait, c'est d'être dans ce côté opérationnel des choses. Ouais. C'est-à-dire que tu as du taf, tu as plein de choses à faire, et en plus, tu dois continuer à monter en compétences. C'est ça. Et en plus de ça, tu as la mesure du risque. Non, mais c'est-à-dire qu'en fait, tout ça mis bout à bout, t'es sûr déjà que tu peux pas avoir 10 OP de front parce que sinon ça va pas aller. Et en fait, sinon à un moment c'est ton cerveau qui monte en ébullition et on parle de burn-out, on parle de ce qu'on veut. Enfin voilà, moi j'utilise pas toujours les bons mots, mais en tout cas, les gens à un moment ils pètent un câble. C'est-à-dire qu'ils sont dans une phase où tout est en risque, tout est toujours au dernier moment. Les gens ils sont plus joignables et ça devient compliqué. Enfin moi je le vois même dans mes propres business. La première chose que je fais quand je suis débordé, c'est que je trouve comment je vais structurer, comment je vais embaucher pour reprendre du temps et pouvoir m'occuper de cette montée en compétences, de mesurer le risque, etc., pour laisser la tâche opérationnelle à quelqu'un qui va le faire souvent en plus bien mieux que moi. Oui, carrément. Mais du coup, c'est vrai que c'est ça qui est important, c'est que souvent quand tu vas faire des opérations de marchand, je prends mon cas, on va commencer un petit pas entre guillemets au départ, une opération. C'est pour ça qu'on dit souvent que c'est bien de commencer peut-être pas trop gros, pas au-dessus de ses moyens, etc., ou de s'associer avec les bonnes personnes pour le faire. C'est pour ça que c'est un métier où il y a beaucoup d'associations.
Déjà parce que c'est court terme et puis que ça se passe bien ou pas mal. L'opération, on l'a fini, on la déboucle et puis on continue pas ensemble. Et on s'apporte des compétences mutuelles. Et c'est très dur d'avoir des compétences en tant que marchand de biens. Mais les acquérir, voilà, c'est hyper compliqué. Moi, je le vois. La vitesse d'implémentation des gens, il y en a qui vont très vite. On va pas. Mais il y a 90 ou 95% des gens, c'est normal, mettre du temps. Et en fait, surtout quand tu fais de l'argent sur un mécanisme que tu deviens fainéant pour faire les autres trucs. Bien sûr. On a sorti quand même un bilan de compétences dans le cercle il y a un peu plus d'un an en se disant mais voilà, où on doit travailler les choses sur les sujets divers et variés qui vont, encore une fois, du développement, sur tout type de produits, de l'administratif financier, sur de l'opérationnel pur, sur de la commercialisation. On se rend compte qu'avec des gens qui font quand même beaucoup de choses, ils vont tourner entre 40 et 60% de compétences. Très, très concrètement, sur les sujets qu'on a, effectivement, tu l'as dit, développement d'opérations, commercialisation, vente, il y a toute la partie aussi gestion d'entreprise. Et en fait, quand on fait on essaye d'avoir l'éventail le plus large des compétences, et effectivement, tu fais le test à des gens qui réussissent, qui marchent bien en tant que marchands, ils ont encore des trous dans la raquette énormes. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont en risque. Ça veut dire qu'ils sont en risque et ça veut dire que des fois, en fait, ils se rendent même pas compte qu'ils sont en risque. Et c'est ça qui est pire. C'est le pire. Parce qu'en fait, des fois, ils se disent, je maîtrise en fait. Je maîtrise parce que je gagne de l'argent, ma boîte elle est rentable, chaque année je fais 3, 4, 5, 10 opérations et puis j'ai des marges assez intéressantes, j'arrive à me payer. Enfin, ils en sont même des fois à ce stade-là où la boîte tourne et ça va bien. Et en fait, tu fais un bilan de compétences complet sur l'activité de marchand de biens et tu tournes à 40-45% sur l'immensité du champ des marchands de biens. Mais justement, c'est quoi le risque qu'il y a derrière? C'est se planter, se louper sur une OP que d'habitude on maîtrise, mais là il y a une loi, un truc, qui mal appréhendé par habitude, pas même des moments par réflexe, même si la personne le sait, en fait, elle a juste oublié, en fait. Moi, ça m'est déjà arrivé de me dire, mais comment j'y ai pas pensé? Pourquoi? Parce qu'on a vu le truc un peu rapidement, opération simple, habituelle, c'est pas moi qui gère l'opérationnel. Au moment où on dit le go sur l'opération, je donne pas mon avis là-dessus parce que tu penses à autre chose, tu fais pas gaffe. Et voilà, et j'ai pas de réponse à ça. Et en fait, on passe à travers, on s'en aperçoit 2 mois plus tard. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment continuer à monter en compétence au fur et à mesure pour dérisquer cette partie-là et surtout pour être adaptable à son marché. Il y a eu énormément de gens qui ont démarré pendant la période locative folle où en fait on vendait très facilement. Donc les gens qui étaient un peu vendeurs, il n'y avait aucun problème pour faire du marchand. D'ailleurs, moi je pense que j'ai fait partie de ceux-là il y a un peu plus de 10 ans en me disant je peux commencer à vendre des trucs, j'ai compris, j'arrivais à closer, etc. Et puis à vendre mon produit parce que j'y croyais. Et puis vu que les gens étaient finançables, c'était assez simple. Le marché change, se retourne. Il y a des marchés qui ont fondamentalement baissé, il y a des marchés qui sont stagnés, il y a des marchés qui continuent à monter. Mais si tu n'as pas cette capacité d'analyse, de remise en question et les compétences, en fait, j'ai envie de dire très cartésienne, de poser les choses, tu te trompes, tu restes dans ton marché et puis tu prends une claque. Alors elle peut être petite, tu peux simplement faire 0 parce que justement, pourquoi les banques demandent des taux de marge importants? Pour maîtriser ce risque-là, c'est important. Et où tu peux prendre une vraie grosse claque, quoi, et de se dire, alors on a déjà fait les vidéos sur nos meilleures et nos pires opérations, donc on va pas en reparler là. Mais tu prends une claque et quand tu es au début, justement, on parlait justement des gens qui ont fait 1 ou 2 OP, ils s'enflamment, ils partent sur leur 3e, 4e OP. Là, c'est la panique totale et ils savent plus comment s'en sortir. Mais tu peux tout cramer ce que tu as généré avec les 2-3 OP avant, parce que en fait ça va. Plus. Oui, même plus, mais parce que si tu multiplies, que tu vas sur un peu plus gros et que tu te plantes sur plus gros. Et tu plantes ton réseau, tu plantes ta crédibilité, ton réseau d'apporteurs, tu plantes ton réseau bancaire. Si jamais tu as levé de l'argent en crowd mais là c'est même plus la peine, en fait tu es en défaut. Donc pour moi, c'est important, encore une fois, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pas parce que tu as fait 1, 2, 3, 4 OP. En fait, si tu maîtrises une typologie d'OP, c'est OK, tu peux continuer à y aller. Il faut faire attention à pas la scaler trop vite parce que tu la scales pas seul. Il faut s'entourer si tu veux la scaler, donc soit d'associés, soit de collaborateurs, pour pouvoir l'accélérer. Par contre, quand tu commences à vouloir changer de produit, il faut arriver à se remettre en question comme quand c'était ta première fois, en fait. Et c'est là où c'est très dur. Et de savoir... En fait, pour moi, un marchand, c'est un chef d'orchestre. Son métier, c'est pas de tout connaître dans l'IMO, c'est de connaître les grands principes et de savoir à chaque fois rentrer dans ce principe, savoir où trouver l'information, en faire une bonne synthèse et d'avancer avec ça. Et pour moi, c'est primordial. Si
Si je peux prendre un exemple, on est sur un projet en ce moment de VIR, ou comment... VIR, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est de la vente d'immeubles à rénover. C'est ça. Alors là, c'est pas sur de la défisque, c'est un projet en bête somme. Et à un moment, bah voilà, on a identifié des risques de TVA. Et on s'est dit, mais merde, on est sûr de nous, là? Et vraiment, et deux marchands expérimentés. Comment... On s'est posé les bonnes questions, on s'est dit non mais en fait on est sûr de nous, mais on va quand même aller confirmer avec un cabinet spécialisé de se dire est-ce que vous pouvez mettre en cause votre responsabilité civile, on vous prend une mission pour nous assurer que cette opération ne sera pas requalifiée à la TVA. Et ils nous ont fait modifier des toutes petites choses, ce qui était normal en fait, parce qu'en fait on n'est clairement pas dans les critères de requalification et tout, il n'y a pas de problème, sauf que en consultant on se rend compte que dans le cadre d'un contrôle fiscal, ce qui est important, c'est tu dois prouver, toi, que tu as tout fait de bien comme il faut. Okay. Et eux, ils vont te dire, de base, ils vont te trouver 2-3 sujets, et ils vont te dire, bah, ça c'est litigieux, donc on te redresse. Même si, en fait, tu es dans le cadre de la loi. T'étais OK, Voilà, et tu vois, on avait, à tort, sûrement fait une SCCV, on va être obligé de changer, parce que société civile de construction-vente, dans la tête d'un contrôleur, ça la partie construction. Ça peut dire qu'il y a de la construction. Alors que non, on ne fait pas de construction. Okay. Mais par contre, la ville nous a imposé un permis de démolir et un permis de reconstruire sur une toute petite partie. Et du coup, on a identifié cette phase-là qui représente je sais pas, 4% du projet. Et sur cette phase-là, on va payer la TVA. Okay. Tu vois, et encore une fois, zéro risque. Tu dois maîtriser ce risque-là. Et ça, quand tu es un jeune marchand, tu vas pleine bille. Et là, nous, si on se fait redresser, c'est un risque entre 650 et 700 000 euros de TVA. Ça peut faire mal. Non, mais c'est ça, tu vois. Et souvent, en fait, les gars, ou en tout cas les opérateurs, prennent cette marge-là, partent faire autre chose avec, et au moment où tu te fais redresser, t'as pas l'oseille. Et tu peux faire ce que tu veux. Non, mais je suis complètement d'accord, et j'aime bien ce que tu disais juste avant, de se dire qu'en fait, à chaque fois que tu vas changer peut-être de typologie d'opération, mais tu pourrais changer de secteur, tu pourrais changer de taille d'opération, il faut avoir l'humilité de te dire, je sais peut-être pas tout, j'ai besoin de personnes qui m'accompagnent, j'ai besoin d'être épaulé, d'être suivi. Ça peut être, encore une fois, plein de choses, mais on a parlé d'associés, mais ça peut être juste des personnes qui savent, comme là, tu as fait une mission avec un cabinet fiscal. Ça peut être de la formation sur une thématique particulière, mais il faut absolument se remettre en question. L'exemple là, moi, je vois assez récent, c'est le fait de monter sur des opérations un peu plus grosses. On va s'associer avec des gens qui vont pouvoir potentiellement financièrement assurer derrière le coup. Si on va sur des opérations, et le dernier exemple en date du CER, je pense, c'est toute la partie qu'on développe sur les VIR et les programmes de défisque. On fera un sujet spécifique là-dessus. Une vidéo spécifique, mais c'est un sujet très complexe. Et si on aborde ça comme une opération de marchand classique, ça ne marchera pas du tout. Et il y a plein de sujets comme ça qui sont très spécifique. Je pense aussi à un sujet très fréquent qu'on a, c'est le financement bancaire, où les gens disent « Ouais, mais la banque m'a dit non, on va terminer, j'arrête. » Mais en fait, il y a tellement de solutions. Si tu les connais même pas, tu n'es même pas conscient de ce manque. Et ça aide beaucoup d'avoir ces évaluations-là et de savoir un peu qu'est-ce qui me manque dans le champ de compétences, parce qu'on a plein de marchands dans le cercle qui ont fait plein de choses et qu'avec le panel et l'éventail qu'on a, c'est hyper large, quoi. Et c'est beaucoup plus large que l'achat, rénovation, revente. C'est pour ça que ça me fait rire, tout ce qu'on peut voir dans les groupes, dans les différents mêmes réseaux qui existent, en disant il y a une méthode miracle et tout. En toute honnêteté, c'est de la merde. Celui qui me dit il a une méthode pour faire du marchand. Alors oui, il a une méthode, il fait une typologie de produit et c'est OK, il la maîtrise complètement. Sauf que même face à ça, il y a l'opérateur. Et l'opérateur, il n'a jamais fait d'OP de sa vie, tu l'envoies sur une opération à 2 millions d'euros, mais voilà, mais même si tu lui as mis une vente à terme, un machin, mais il est tout seul dans sa maison, avec un risque à 2 millions, c'est hyper compliqué. Il va prendre des mauvaises décisions. Parce que psychologiquement, tu vas te prendre une offre, tu vas te faire serrer sur ta négo, tu vas accepter des conditions qui ne vont pas, enfin, tu ne vas pas être serein pour prendre des bonnes décisions, et ça ne marche pas. Encore une fois, il y a toujours le contre-exemple de la personne voilà, et ça marche bien, etc. Et les gens surfent un peu là-dessus. Ouais. Mais encore une fois, là, on est là pour parler au plus grand nombre de marchands. Je suis d'accord. Et pour moi, il est vraiment important que les gens comprennent qu'il n'y a pas de méthode miracle, que ça dépend du moment, ça dépend de toi, de l'opérateur, ça dépend du produit, ça dépend du marché, ça dépend de la temporalité. C'est-à-dire, c'était pas la même chose en 2020 qu'en 2024. Et tout ça, ça se réadapte chaque année, et il faut le revoir à chaque fois, quoi. Et ceux qui ne se réadaptent pas, je pense, se plantent sur le marché ou vont avoir des difficultés. Et souvent, ce qu'on voit aussi avec les marchands les plus expérimentés ou qui ont passé des fois des crises, passé des difficultés, connu des opérations difficiles,
plus ils avancent dans le métier de marchand, plus ils se rendent compte que c'est vaste, que c'est hyper large, que c'est hyper complexe. Et du coup, c'est peut-être moins. Ce qu'on dit là, c'est peut-être aussi un peu moins vendeur de se dire il y a une solution miracle, tu vas faire des millions et tu vas gagner ta vie comme ça. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que c'est beaucoup plus complexe que ça. Et pour naviguer dans les différents marchés, les différents secteurs et les différentes opérations, il faut être vachement plus compétent et vachement plus éduqué sur la grandeur ou les possibilités qu'on a dans ce métier-là. Il y a tellement de choses. Je pense qu'il faut être. Plus on avance, enfin, quand on démarre, on est un peu pressé, on veut faire de l'argent, on en a besoin, on veut créer notre trésorerie, on veut pouvoir se payer. Et quand on a bien avancé, déjà, on se précipite plus sur une OP parce qu'il faut absolument la faire. On la fait ou on la fait pas, tant pis. Et la deuxième chose, c'est que souvent, on a un peu du recul sur les choses. Et petit à petit, on délègue une grosse partie de ce qu'on fait parce que les projets sont plus gros, parce que tu en as plus, etc. Et du coup, plus tu as du recul sur ton projet, plus tu prends la bonne décision. Et en tout cas, c'est ce que je pense. Et il faut pas, là je vais parler à tous les marchands qui nous écoutent, ne vous fixez pas sur votre bilan. Vous avez prévu ça dans votre bilan. Le banquier, vous lui avez annoncé tant de marge. Enfin, c'est pas grave. Vous identifiez un risque, comment vous devez le régler. Et ça c'est primordial. Même si vous avez déjà eu le financement, même si ça va baisser votre marge, même si vous aviez prévu de gagner 50, 100, 200, j'en sais rien, et que ça va baisser votre marge de peut-être 10, 15, 20, 25, 30, 50%, vous devez mesurer ce risque, le régler et en tout cas le régler, je sais pas, mais en tout cas trouver une solution qui va vous permettre de maîtriser un maximum ce risque en fait, parce que quand il y a des gros risques identifiés, c'est ceux-là qui vous foutent par terre. Je suis bien d'accord. Et je pense que le deuxième point un peu de cette vidéo, c'est de dire qu'il est toujours nécessaire de continuer à se former en permanence, d'aller chercher des sujets, d'aller creuser des sujets, de les explorer encore un peu plus finement, que ça soit... ça pourrait être sur la gestion entrepreneuriale. Combien de marchands ont des prévoyances, ont prévu un système pour leur société, pour si jamais il leur arrive un problème, comment ça marche. Sur la partie travaux et techniques, peut-être on ne leur demande pas de devenir des experts en travaux, mais de connaître un petit peu plus comment ça peut fonctionner, les différents corps d'État, comment ça marche un maître d'œuvre, etc. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent être faites et qui peuvent permettre d'aller un peu plus profondément dans chacun des sujets et de ne pas s'endormir sur ses lauriers, parce que je pense que en fait, si on stagne, on va finir par... plus marché. C'est un peu l'idée, je vais faire la pub du cercle, mais c'est un peu l'idée des Worksday du cercle. En fait. C'est-à-dire que chaque semaine, on a nos ateliers pour brainstormer sur les OP, comme un assistant maître d'ouvrage qui va valider au fur et à mesure le dossier, qui va guider en tout cas au fur et à mesure le dossier, pour que les personnes aient les pistes et les solutions, les différentes solutions, qui choisissent leurs solutions. Mais par contre, ça n'empêche pas qu'il faut continuer à monter en compétences chaque année. Cette année, en 2024, on a travaillé sur la commercialisation, comment identifier les différents personas, comment bien communiquer autour de ça. Et d'ailleurs, on se disait que ce Worksday-là, qui est hyper important, on l'a pas très mal travaillé, c'est que derrière, on n'a pas appuyé assez fort dessus, on l'utilise mal, je trouve, aujourd'hui. Elle a peut-être pas été implémentée aussi bien que d'autres formations. Exactement, et du coup, on la retravaille, on continue à travailler. On a parlé énormément de défisques. Après, derrière, on les a travaillés dans les groupes référents, donc du coup, ça a marché. Et là, il y a énormément de projets qui sont en train de sortir parce que des projets qui étaient au carton, qui étaient dans les cartons insortables, en fait là peuvent sortir. Et là on va travailler sur les sujets de comment bosser avec un AMO, comment bosser avec un maître d'œuvre, parce qu'on se rend compte que les gens disent mais je lui achète quoi comme mission, qu'est-ce qu'il doit faire, comment, et c'est des marchands de biens expérimentés, attention. Là on a lancé un recrutement, comment on peut recruter quelqu'un efficacement au bon poste, mais c'est des questions que tout le monde a. On a notre logiciel métier qu'on continue à implémenter. On va parler de vente aux enchères spécifiquement. D'ailleurs, on vous fera une vidéo spécifique là-dessus avec Amani. Et en fait, on continue à avancer en fait sur le produit en tant que tel. Mais qu'est-ce qu'on peut parler à un jeune marchand qui n'a pas d'oseille de vente aux enchères? Vente aux enchères, faut acheter cash. En 2 mois, en tout cas, faut payer le prix au bout de 2 mois. Donc, si t'es pas bien accompagné, si t'as pas les bonnes techniques, et en plus t'as plus le choix. Une fois que t'es parti, c'est peut-être pas le moment pour beaucoup de gens en fait. Donc voilà, c'est en tout cas tout ça pour dire que c'est petit à petit, il faut continuer à monter en compétences, comprendre. Nous, on essaye de comprendre le besoin de 80-90% des marchands et d'y répondre au fur et à mesure pour suivant le marché, suivant les spécificités et ce qu'il y a besoin. Typiquement, la vire, on en parle nous maintenant depuis un peu plus d'1 an et demi. Avant ça, on n'en aurait jamais parlé parce qu'en fait, il n'y avait aucun intérêt avec les taux. C'était pas le marché, quoi. Mais il n'y avait pas d'intérêt à le faire. L'argent coûtait pas cher, ça sortait bien. Exactement. Et c'est là où, tu vois, pour revenir à ce qu'on s'est dit au début, les personnes qui ont fait 1, 2, même 3, même 5 opérations, mais sur une typologie de produit,
je trouve qu'ils peuvent être très très vite en risque en pensant de dire c'est facile, parce que souvent ils ont commencé à avoir des produits qui sont plutôt simples. Encore une fois, il y a des exceptions, mais ils vont se dire c'était facile, j'y suis arrivé facilement, je fais de l'argent facilement et je peux continuer. Et en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils font comme certains que j'ai pu voir d'ailleurs différents réseaux, ils bloquent des biens pendant je sais pas combien de temps. Ils essayent tant bien que mal de les sortir. Ils n'y arrivent pas, ils quittent. Ils laissent des indemnités d'immobilisation. Ils maîtrisent pas ce qu'ils font. Ils se décrédibilisent. Et il y a un moment, c'est pas comme ça que ça marche notre métier. Et c'est d'ailleurs à cause de ça que le métier est pas très mal forcément vu. une très bonne réputation sur certaines opérations. Exactement. Ouais, je suis d'accord. Je suis très raccord avec tout ce que tu as dit là et puis ce qu'on s'est partagé. Et moi, ce que j'inviterais à faire à tous les marchands, expérimentés ou pas, c'est à pas s'endormir sur ses lauriers et pas à penser qu'au bout de 2-3 opérations réussies avec succès, on est le roi du monde, le roi des marchands, le meilleur des marchands au monde. Parce que ça va vite de prendre un peu le melon et de se dire j'ai réussi quelques opérations, j'ai gagné quelques centaines de milliers ou plus d'euros et je vais changer le monde. On peut, faire des opérations si vous voulez, on peut ça. proposer, on va vous mettre en lien là en dessous de la vidéo. Alors, je sais pas trop moi comment ça marche tout ça, mais je suis pas le roi de l'informatique, mais comment vous mettrez je regarde pas trop YouTube, donc le lien, l'évaluation, et puis écoutez, dites-nous ce que vous voudriez voir dans cette évaluation. Elle est déjà faite, donc elle est déjà faite, puis dites-nous ce que vous en pensez, quels résultats vous avez eu, puis vous nous le mettez en commentaire. Exactement, et je pense que ça mettra aussi beaucoup d'éclairage en fait sur des points d'ombre ou des zones d'ombre ou des zones qui sont pas complètement maîtrisées, et vous verrez à quel point on peut peut-être se former, développer ses compétences dans le métier de marchand de biens et dans l'entrepreneuriat, parce qu'on est un chef d'entreprise aussi, et donc il y a ces aspects à la fois techniques, à la fois marchand, à la fois immobilière et entrepreneurial et gestion. Et je pense que certains seront assez étonnés des résultats, comme nos membres l'ont été pour certains. Et puis l'objectif, c'est toujours de progresser. Donc si cette vidéo vous a plu, vous a intéressé, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de la chaîne YouTube, sur la vidéo de la chaîne YouTube du Cercle. Il y en a plein sur la technique, sur les opérations, sur des visites d'opérations. Vous mettez un pouce, un j'aime, et puis marquez-nous vos résultats et puis comment vous voulez qu'on puisse vous aider avec les prochaines vidéos. Ça marche? Merci. À bientôt. À bientôt. Salut. Ciao.